Bienvenue à la deuxième journée de la conférence du partenariat. On va attendre quelques minutes que tout le monde s'installe et que on diminue le bruit tranquillement. Je voulais commencer ce matin par une blague. Non, c'est pas vrai. Je voulais votre attention, c'est tout. Je peux également chanter en français si vous le voulez. Merci et bienvenue à la deuxième journée. Je pense que ça a géré beaucoup de discussions et conversations. One of the things I noticed when talking to people. En parlant aux participants à la réception et au repas du soir hier, je sentais vraiment l'énergie. C'est peut-être parce qu'on se retrouve en personne après autant d'années de virtuel, mais je sens l'enthousiasme et on est très fiers de notre travail jusqu'à présent, malgré tout ce qui nous attend. On en est conscient. On est enthousiaste par l'engagement, la collaboration au cours des dernières années. Puis, on veut faire une différence, comme le docteur Lafontaine nous l'a dit hier, quand on se sent désemparé ou démuni face à la lenteur du progrès, c'est important de toujours garder espoir. Et merci beaucoup. Quelques consignes avant de commencer. À l'écran ce matin, vous avez vu un rappel pour la campagne Partageons l'espoir. Forum de santé de conférence partenariat, if you are so inclined. Si vous pouviez faire un don, on l'apprécierait énormément pour redonner à la communauté qui nous accueille aujourd'hui sur Twitter. Pour ceux qui y sont, je ne peux pas gazouiller et parler en même temps, mais merci pour tous ceux qui gazouillent. N'oubliez pas le mot-clic santé numérique. Tweet chat. And then just also a Et un petit rappel que vous avez reçu un infographique qui est un beau sommaire du travail d'Inforoute avec les provinces, les territoires et puis l'ICIS. C'est très lisible et puis assez agréable comme illustration. Quand j'ai parlé de faire une différence plus tôt, comme hier, on a beaucoup parlé de l'amélioration d'expérience des patients, des familles et des proches aidants. C'est très important de commencer notre conférence d'aujourd'hui avec une patiente conseillère, Anne O'Riordan. Vous avez sa biographie dans l'application, mais elle participe de près avec Inforoute et d'autres organisations depuis un moment. Merci beaucoup, Anne, pour tout ce que vous faites. Bonjour tout le monde. Je suis patiente atteinte d'embolie pulmonaire chronique et comme un Canadien sur 4, je suis également proche aidante et je peux vous dire que le stress que j'ai vécu à ce niveau-là était beaucoup plus difficile. Je ne peux pas arrêter d'être patiente, mais je ne peux pas non plus négliger mes responsabilités de proche aidante. Et j'ai donc accepté mon rôle de patiente conseillère à bras ouverts pour améliorer le système de santé. Et puis, j'ai très hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes à un point tournant dans le domaine de la santé, peut-être même un moment historique. Avec l'adoption de la santé numérique, l'accélération du changement, c'est le temps idéal pour adopter pleinement ces innovations pour un accès plus équitable aux soins de santé. L'interopérabilité, l'accès à l'information, partage de données sont des éléments importants pour les soins partagés qui relèvent du travail d'Inforoute Santé du Canada. Et puis, je suis très fière d'être patiente conseillère à ce moment important de changement et de possibilités.
Lorsqu'on se joint à votre table, on est là pour vous transmettre nos expériences authentiques, pour vous aider dans vos idées, vos innovations. On peut remettre en question certains projets ou offrir des approches innovatrices ou vous parler de nos préoccupations qui peuvent réaffirmer la priorité de votre travail. Comme nos communautés évoluent, s'épanouissent avec l'équité, diversité et l'inclusion, c'est important de réfléchir aux besoins uniques de nos populations, aux expériences et aux attentes qui sont différentes pour chacun. Tout comme notre expérience vécue, on veut que nos patients puissent avoir une meilleure expérience dans le système de santé. Votre travail est très concret à cet égard-là. Dans ma propre expérience comme patiente, j'entends souvent dire ou parler de deux priorités de la part des patients et des proches aidants. Et je vous encourage à y réfléchir. Premièrement, l'accès à ses propres dossiers de patients, comme le ministre Duclos nous l'a dit, c'est un droit auquel on devrait avoir le droit d'y accéder. Mais ce n'est pas encore une réalité. Moi, je ne peux même pas accéder à mon propre dossier encore. Peu importe d'où on vient, où on travaille, où on se déplace, c'est important de pouvoir accéder à ces données. Et je veux pouvoir contribuer à ces renseignements médicaux pour être une membre active de l'équipe soignante. Durant la pandémie, j'ai été très attentive à ma santé mentale grâce au programme Ensemble Bien-être Canada. Et j'aimerais pouvoir inclure ces renseignements dans mon dossier électronique. Et je voudrais que ça devienne une réalité plus rapidement qu'autrement. J'aimerais féliciter TELUS Santé qui nous ont parlé de leur réalisation en Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique plus particulièrement, pour que ça devienne une réalité. Et j'espère que l'Ontario rattrapera son retard bientôt. Ma deuxième priorité concerne la compassion, qui doit être centrale au système de santé avec le progrès rapide de la santé numérique. On craint de perdre la compassion, qui est si important pour créer le lien, comme le docteur Lafontaine nous a dit, et qui sont une source de résilience pour lui. C'est qu'il a fait une différence dans la vie des gens grâce à ces liens. Il faut protéger la dimension humaine des soins de la santé. Puis je vais vous montrer quelques exemples des avantages de la santé numérique pour la compassion. Lors d'une conférence dernièrement, j'ai entendu un médecin qui est vice-recteur de l'éducation à Johns Hopkins, qui a cité un médecin de renommée canadienne, Sir William Ulster, qui parlait d'un concept où c'est beaucoup plus important de savoir quel type de patient a une maladie ou quel type de maladie dont est atteint un patient. Cette humanité peut s'intégrer au dossier de santé électronique. Elizabeth Tracy, qui est aumônière à Johns Hopkins, a réalisé à quel point on manquait d'humanité aux urgences lorsque plusieurs patients étaient intubés seuls et n'avaient aucune forme de communication avec l'équipe soignante. Elle a contacté les membres de la famille pour en savoir plus sur leurs proches et elle a réalisé des vidéos de 2 minutes sur son histoire qui s'appelle TIMS, la connotation est différente aux États-Unis. Et elle a transmis ça aux équipes, puis intégré le tout au dossier de santé électronique des patients. Ils ont pu en apprendre plus sur les patients qui étaient entubés sans nécessairement devoir sacrifier leur temps ailleurs. Elle a dit que les faits étaient très importants. Les dossiers redonnaient leur humanité aux patients, ce qui permettait à l'équipe de se rapprocher de leur propre humanité. D'autres initiatives sont testées ici avec la publication récente d'un rapport qui fait la promotion de soins axés sur la personne. Et avec la possibilité d'inclure une page sur le patient dans son dossier électronique, avec les forces, les valeurs, les objectifs, les craintes, la famille et même leurs animaux de compagnie dans le dossier du patient. Avec
votre travail pour des solutions numériques, je vous encourage à inclure des stratégies qui facilitent l'accès à l'information et qui favorisent la compassion, puisque les patients dépendent de vous et de vos efforts. Merci. Merci beaucoup, Anne. L'accès aux renseignements médicaux personnels et la compassion sont très importantes, comme vous nous l'avez dit. J'aime bien, parler de Tim's aux États-Unis, qui n'est pas deux crèmes de sucre. Notre prochaine conférencière est présidente du conseil d'administration de Santé numérique Canada. Et nous sommes très fiers d'avoir plusieurs organisations qui célèbrent des événements, qui organisent des initiatives et qui font d'importantes annonces. Cathy a une annonce, ou Cassie a une annonce importante pour nous. Merci beaucoup, Sheila. Je suis très fière d'être ici aujourd'hui au nom de Santé numérique Canada pour annoncer les lauréats du prix Women Leaders in Digital Health. Et Sheila fut la première à remporter ce prix et je suis très fière d'être en sa compagnie. Et je sais que plusieurs personnes ont remporté ce prix. Depuis 2017, le prix Women Leaders in Digital Health récompense chaque année 10 femmes visionnaires qui mettent à profit le pouvoir des TI pour transformer la santé et les soins au Canada. Sans plus tarder, voici les lauréates de cette année. Pour la professionnelle émergente, la docteure Charlène Ronquillo de l'Université de la Colombie-Britannique. Dans la catégorie des chefs de file, Samina Bidi de l'Université d'Alousie, Vanessa Kinch de Northern Health Authority et la docteure Kina Kulik de Kid Crew. Dans la catégorie des dirigeantes, pour terminer, Béatrice Edelstein de l'hôpital Humber River, Duska Kennedy de l'hôpital général North York, la docteure Zaina Kayat de Teladoc Health, Quinn Pham du Center for Digital Therapeutics, la docteure Tania Tajirian du Centre de toxicomanie de la santé mentale et Angela Tibando de Santé Ontario. Et j'aimerais qu'on les applaudisse une dernière fois pour féliciter ces lauréates qui se sont mérité le prix cette année. Merci beaucoup, Cassie. Félicitations à toutes les lauréates. Nous passons au discours d'ouverture de M. Stephen Posnack, qui est coordonnateur national adjoint de la technologie de l'information sur la santé d'ONC, qui est l'Office for the National Coordinator aux États-Unis. Comme plusieurs d'entre vous le savez, cette organisation fait beaucoup de travail intéressant, puis vous pouvez trouver sa biographie sur l'appli mobile. Stephen est également président du Global Digital Partnership et il fait beaucoup de travail très important dans le cadre de son mandat. Et on a très hâte de vous écouter, Stephen. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Habituellement, je m'adresse à un auditoire vers l'avant, mais là, je dois regarder vers la gauche et la droite. Je suis très heureux d'être ici. Et je peux vous dire bonjour en français, mais ça s'arrête là. Ma langue maternelle est l'espagnol et je vais toujours vers l'espagnol quand je pense à une langue étrangère. Je vous ai transmis mes diapos d'avance, d'où le titre que j'ai dû trouver il y a quelques moments, la santé numérique aux États-Unis, pour vous donner une idée des dernières 15 années, des politiques en matière de santé aux États-Unis, des changements pour les politiques numériques. Je voulais juste souligner que le
chronomètre n'était pas parti pour me donner un avertissement quand j'arrive à la fin du temps qui m'est accordé. Ma présentation s'intitule Politique, progrès et persévérance parce que je voulais utiliser cette virgule particulière pour tous ceux qui l'aiment autant que moi. Comme ma biographie vous l'indique, j'ai grandi à Long Island, à New York. J'ai fait mes études au Massachusetts. Et quand j'étais plus jeune, je venais parfois à Montréal. Je suis ensuite allée au Maryland pour mes études de cycle supérieur. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Je suis très contente d'être ici en 3 dimensions, d'être avec des participants en personne et j'aimerais remercier mes partenaires d'Inforoute de m'avoir invité. Quelques mots sur l'ONC qui fait partie du Department of Health and Human Services des États-Unis. Créé en 2004 par un décret présidentiel sous l'administration Bush. Si vous connaissez moins le régime politique aux États-Unis, si un président est élu, il peut abroger un décret comme ça ne s'inscrit pas nécessairement dans son programme. Et c'est important pour nous d'obtenir un budget formel et de pouvoir avoir plus de pérennité. Si vous connaissez un peu les politiques de santé aux États-Unis, on a mis en place un programme d'adoption dans le domaine de la santé. Et puis, je peux vous faire un petit comparatif par rapport à la période précédente. 8 ans plus tard, notre organisation a été codifiée en 2009 dans le cadre du Recovery Act. Comme de votre côté, on obtient nos directives du législatif. Et en 2016, le 21st Century Cures Act a été adopté et nos pouvoirs en découlent depuis. Très brièvement, l'infrastructure de santé numérique américaine, je ne vais pas vous lire toute la diapositive, mais je voulais vous donner une idée de notre travail qui est à très grande échelle, 300 millions d'individus. Le gouvernement fédéral, contrairement à nos homologues aux États-Unis ou dans d'autres pays, on ne gère pas autant d'infrastructures nationales de santé numérique qu'ailleurs. Plusieurs éléments sont gérés par les États et c'est une collaboration entre partenaires. Dans certains domaines, on joue un rôle plus important, mais le tout dépend du Congrès et des services qu'offre le ministère lors d'un mandat donné. Et plusieurs paliers de gouvernance, près de 5 000 hôpitaux, des centaines de milliers de médecins en santé ambulatoire et en milieu clinique. Notre marché est très diversifié. Et puis, les 5 principaux dans le segment hospitalier représentent 80 des dossiers électroniques et des développeurs de logiciels. Dans le domaine ambulatoire, c'est beaucoup plus diversifié. On parle de 10 à 15 développeurs principaux qui soutiennent 75 environ des prestataires de soins ambulatoires. Dans le domaine des logiciels ou dans le marché, plusieurs micro-marchés existent pour les prestataires de santé, pour l'infrastructure du réseau de santé. Plusieurs États américains, comme vous le verrez dans un graphique, ont des réseaux d'information sur la santé qui travaillent en plusieurs États. On a d'autres réseaux nationaux qui ont tenté de consolider et de déployer davantage le réseau américain. Et tout cela converge vers la diversité de notre population. On se déplace dans plusieurs États, on travaille dans des États différents, on étudie souvent dans un État autre que celui où on a grandi. Et puis, on fait appel aux services de santé dans plusieurs États. Quelques mots sur nos activités. Les agences fédérales sont parfois comme une boîte noire. J'arrive ici et puis je suis comme peut-être la marmotte à la fin de l'hiver et je vous dis, voici ce qu'on fait. Et puis là, on retourne dans notre boîte noire. Quand notre bureau
gère trois activités principales. Par exemple, l'élaboration de normes, participation avec l'industrie, des investissements financiers pour des organisations de création de normes. On a obtenu une subvention pour, par exemple, coordonner et faire avancer nos intérêts par rapport aux normes à l'échelle nationale. On travaille avec les organismes qui sont responsables des normes. Vous participez peut-être à ce niveau-là. Ce sont des organisations volontaires et tous les membres ont un travail en plus de leur volontariat. La certification. Mon bureau est responsable en vertu du décret qui a été adopté par le Congrès. On gère un programme de certification qui a des responsabilités réglementaires. Les cycles réglementaires vont jusqu'à 4 ans. On doit adopter de nouvelles exigences en matière de normes, de nouvelles fonctionnalités pour les logiciels de dossiers électroniques. Et enfin, on travaille dans l'échange de renseignements médicaux entre fournisseurs, entre prestataires et patients. Et puis, c'est important de donner aux patients l'accès à leurs données pour notre gouvernement. C'est une priorité, c'est un droit également en vertu d'une loi nationale. Et puis enfin, nos super pouvoirs comme agence gouvernementale est de travailler en consultation avec tous nos autres pairs, surtout dans le ministère de la Santé américain, le Health and Human Services Department, ce qui couvre plusieurs services, FDA, CDC, NIH. Tous les acronymes que vous voyez parfois s'inscrivent dans cette organisation parapluie, mais qui relèvent toutes du ministère de la Santé. Elles n'ont pas toujours l'expertise en santé numérique nécessaire pour faire avancer leur mission et pour se tourner vers un modèle représentatif du 21e siècle. C'est donc important pour nous de leur offrir des services de consultation interne, ce qui nous demande beaucoup de coordination à l'échelle nationale. Voilà pour nos activités. Mais le plus important, c'est de savoir comment nous réalisons notre mandat. Quelques responsabilités établies par règlement, comme ce qui découle de la loi adoptée en 2016. Et c'est important de partager les renseignements médicaux et la loi nous oblige à le faire aujourd'hui. À moins qu'il y ait des raisons particulières de ne pas le faire, on a établi certaines exceptions dans ces cas-là. Et puis, je vous ai déjà parlé de coordination d'agences fédérales, puis à droite. On travaille dans plusieurs domaines d'intérêt, notamment le technique, comme je vous l'ai déjà dit, la main-d'œuvre. Les ressources humaines sont souvent sous-représentées ou pas suffisamment décrites. Nous fonctionnons dans un marché, un environnement où nous avons besoin de professionnels hautement formés. Au petit déjeuner, j'étais avec des directeurs de l'information et autres spécialistes d'analytique, et il y a vraiment peu de ces spécialistes dans le marché. Ils sont rares, donc on essaie d'utiliser les données numériques dans notre système, avoir des professionnels formés, travailler donc avec les écoles, les universités et autres programmes pour accueillir une nouvelle force, une main-d'œuvre. Donc, on a des grands besoins, mais des faibles compétences du côté analytique et en matière de pandémie notamment. Nous avons été limités par le fait qu'il n'y a qu'un nombre limité de personnes, justement, qui comprennent les extrants, les intrants et l'analyse pour expliquer aussi cela aux décideurs. Ensuite, on fait du travail au niveau des normes, des politiques concernant les standards. Nous souhaitons tous avoir un aspect humain aux soins de santé, mais il y a encore des relations d'affaires, un marché concurrentiel, en particulier aux États-Unis, et cette dynamique financière, donc la rémunération à l'acte, tout cela affecte le travail qu'on fait. Donc, la collaboration publique-privée est importante.
Dans un an, on tiendra aux États-Unis une réunion annuelle. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes tous invités en passant. Et ça donne aussi à la coopération mondiale dans le domaine de la santé numérique, comme cela a été mentionné. Donc, comment progressons-nous? Donc, là, c'est la grande question. Le dossier de santé électronique, adoption et utilisation. D'abord, le programme fonctionne et je sais que vous comprenez ce qu'est un bâton de hockey. Et c'est une courbe du bâton de hockey, me dit un statisticien. 2009, c'est l'adoption de la loi high-tech. Meaningful use, utilisation importante en 2011. Et puis une adoption rapide suit, d'après nos sondages. Et dans les hôpitaux, c'est plutôt rare d'en trouver qui ne sont pas déjà entièrement électroniques. Pour les soins ambulatoires, c'est assez diversifié. Il y a de l'adoption culturelle et générationnelle qui diffère du marché hospitalier, mais ça va progresser graduellement au fil des années, mais ça va être à l'état de plateau pendant un bon moment. Cela dit, c'est la règle des 80-20. Et pour les 20 ce sera des milieux spécialisés où l'arrivée du DES, dossier de santé électronique, est plus compliquée. Mais il y a beaucoup de données numériques, tout ça pour dire, depuis 10 ans. Et on veut y ménager un accès. Donc, je parle avec mes mains parce que je suis né dans l'État de New York. C'est naturel. Mais on veut accès pour mieux coordonner nos soins, bien sûr. Ensuite, il y a des défis associés à ça. À gauche, des grands titres de journaux récemment, donc avec toute nouvelle technologie, nouveaux déploiements à grande échelle, complexité du groupe de partenaires, etc. Il y aura des enjeux qu'il faut essayer de résoudre, mais il vaut mieux avoir ces problèmes-là en étant optimiste que de ne pas avoir de dossier de santé électronique. Donc, on a identifié de nouveaux défis au fur et à mesure de nos progrès, justement. En partie, c'est technique, en partie, c'est systémique dans le système lui-même de santé. Donc, à droite, vous voulez voir qu'il y a quand même un élan positif. Si on demande aux professionnels, est-ce que vous voudriez retourner au papier, ils ne voudraient jamais revenir en arrière. Mais ils ont quand même beaucoup de commentaires. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est interopérable? Est-ce qu'ils veulent pouvoir gérer telle ou telle population? Ou l'intelligence artificielle, l'automatisation? Donc, avant ces 10 dernières années, quand ils étaient sur papier, ils ne savaient même pas qu'ils souhaiteraient ça un jour, mais il y a beaucoup de possibilités. Et le dernier en bas à droite, c'est le fameux PDMP, c'est la surveillance des médicaments d'ordonnance, notamment pour les opioïdes et le benzodiazépine. Donc, le PDMP a commencé par une initiative des services policiers. Ils voulaient repérer les usages abusifs d'opioïdes, mais au cours des 7 ou 8 dernières années, c'est devenu une question de santé publique. Dichotomie intéressante. Santé d'un côté, besoins policiers de l'autre. Les opiacés demeurent une épidémie aux États-Unis. Donc, au point de soins, là où ceci a le plus d'impact dans le cadre d'une intervention clinique, c'est ça l'objectif du PDMP. Avec une connectivité plus grande et les dossiers de santé électronique ou DSE, on est en mesure d'aider cette situation de progresser. Ensuite, engagement de la population. Ça a été très bien dit tout à l'heure. On a, vous savez, un sondage avec un de nos partenaires fédéraux et bien sûr, les données sont déjà un petit peu dépassées une fois qu'on a tout analysé, préparé quelques graphiques, mais je serais curieux de voir à quoi 2021, 2022, 2023 ressembleront pour ce qui est de l'effet de la pandémie, justement, parce qu'on a constaté une relation, on ne saurait sous-estimer, entre le professionnel de la santé, d'une part,
et la conscience qu'a l'individu de son accès. Donc, plus les professionnels de la santé jouent un grand rôle et plus ils les informent, plus vous pouvez y accéder. Plus les gens se donnent la peine d'accéder à leur information, à aller savoir. Donc, 61% y ont accédé, 22% avec seulement le téléphone, le 17% avec le téléphone intelligent. Ensuite, 22% c'est un mix de téléphone et d'ordinateur et 61% c'est l'ordinateur seulement. Bon, en partie parce que les bases de données ne sont pas encore conviviales pour le mobile ou les applis, mais on verra. Il est important de comprendre où en est le public dans son évolution, qu'est-ce qui les met à l'aise, mal à l'aise. Je viens d'en parler avec ma mère. Moi, j'utilise l'appli de service bancaire mobile pour tout, avec très peu d'espèces. Ma mère, c'est l'argent sonnant et trébuchant pour tout. Elle écrit des chèques, elle rédige, donc elle tire des chèques, etc. Elle n'est même pas ici parce qu'elle n'utilise même pas d'ordi pour accéder à son information de santé. Question suivante, justement. Donc, plus d'applis. Ce serait la seule solution, non? Mais ce qu'on a constaté, blague à part, dans les données, ce sont des tendances intéressantes. Et là, je veux voir justement l'évolution par rapport à la pandémie, parce que l'accès au labo, aux tests a été très important au cours des dernières années, surtout si on voulait voyager, il fallait avoir des résultats de tests, de dépistage. Et c'était numérique. On faisait un rafraîchissement d'écran, on attendait l'arrivée du résultat, parce que le papier n'allait pas nous donner ce dont on avait besoin dans les temps voulus. Et les gens, néanmoins, préfèrent parler directement aux professionnels de la santé. Et ça n'a pas changé au cours des dernières années. Et ensuite, il y a là un défi au niveau de la proposition de valeur, ne pas avoir besoin d'utiliser son dossier médical en ligne. Vous voyez là, ceci exigera de l'éducation, de la communication et une implication dans sa propre santé pour comprendre pourquoi c'est utile d'accéder son dossier médical en ligne. Je suis un petit peu à la frontière des deux. Il y a des parents et des enfants et des parents, et des parents avec des enfants avec des parents. On est un petit peu dans le sandwich. Moi, j'ai une mère, et bon, mes parents atteignent l'âge où je vais commencer à devoir les aider à coordonner leur consultation médicale. Peut-être qu'eux n'ont pas besoin d'accéder à leur information en ligne, mais moi, j'en ai besoin. Et déjà, c'est assez complexe pour gérer ma propre vie et les soins de mes enfants, mais il faut que j'ai les outils pour m'occuper de mes parents. Donc, du point de vue activation gouvernementale, nous travaillons avec l'industrie et le marché pour encourager cette évolution. Normes et échanges. Là, on arrive du côté un peu plus technique de notre cheminement. On a quelque chose établi quelques années qu'on appelle le United States Core Data for Interoperability, qu'on appellera les fichiers de données minimaux pour l'interopérabilité en français, fichiers minimaux. Donc, c'est ce qui permet l'échange de données dans les DSE. Et attendez de voir la suite si vous trouvez que c'est un peu complexe à l'écran. Mais tout ça pour dire que c'est un processus annuel auprès de l'industrie pour relever ces standards par voie réglementaire à terme. Mais c'est intégré, du moins dans notre infrastructure, pour l'accès du patient et pour que les professionnels puissent aussi faire des échanges de données dans un résumé de dossier. La version 3, la voici justement. Bon, c'est un peu trop petit, c'est plutôt pour une lecture personnelle, mais on a des classes de données et des éléments de données qui cadrent dans chacune des classes. On a peaufiné ça dans le temps et nous pouvons mettre ça à votre disposition, mais sur notre site web, faites une recherche pour USCDI et vous allez trouver ça en format non minuscule. Certaines de ces données aident avec l'appariage des patients. Nous n'avons pas d'identifiant
pour chaque individu aux États-Unis qui fait l'objet de débats politiques d'ailleurs, jusqu'à la résolution de cette situation. Beaucoup d'appariements de patients avec des dossiers, eh bien, posent une question. Bon, là, on cherche à normaliser tout cela. Beaucoup des données de base que vous verriez ici, eh bien, bon, sont représentées dans les résumés de dossiers de soins aux États-Unis. C'est intégré au programme de certification. Les développeurs de TI doivent pouvoir être compatibles avec ces données et c'est la version 3 qui n'est pas encore réglementée. La version 1 est réglementée, est couverte par la réglementation et c'est ce qui est exigé pour les produits et fournis aux professionnels de la santé. Donc, je reviendrai à la version 1 dans un instant. Là, me voici. Ce jeu de données sera mis à disposition par les dossiers de santé électronique certifiés et par les portails patients et autres accès patients, applications et ainsi de suite. S'agissant des applications, donc l'adoption et l'utilisation du FHIR ou FHIR. Donc, maintenant, les applis doivent être conformes à ces standards API. Donc, pour les États-Unis, il y a le US Core Implementation Guide qui inclut justement des profils FHIR pour représenter toutes les données US CDI ou minimales dans ces applis. Bon, est-ce qu'il y a tant d'états que ça aux États-Unis? Non. Mais pour les fins d'analyse statistique, et ce sont des bassins de population hospitaliers ou de référencement hospitalier. Donc, des segments de marché, en quelque sorte, tels que perçus par les statisticiens et autres joueurs de l'industrie. Donc, ces cartes de points chauds, même en bleu, on commence là au niveau moins de 50%. Et du côté hospitalier, à droite, c'est très rouge. Pourquoi? Parce qu'en partie, il y a une pénétration des marchés, mais je pense que vous pouvez voir que dans le centre-nord des États-Unis, les DSE ont beaucoup de pénétration là et beaucoup d'hôpitaux utilisent ce système. Donc, quand on compare cela aux soins ambulatoires, donc ceux qui sont certifiés avec les professionnels qui attestent les avoir utilisés par autres programmes de paiement, on arrive à parier les données et avoir une idée des taux de pénétration de ces systèmes pour chaque marché. Donc, en 2023, nous attendons à beaucoup de disponibilité d'infrastructures FHIR, tant pour les patients que pour les professionnels et les hôpitaux. Donc, un autre portrait de la situation. Les différents réseaux ont des modèles d'affaires différents, les transactions sont différentes, les architectures aussi, des degrés de maturité diffèrent aussi. Il y en a qui sont plutôt récents, d'autres existent depuis plus de 10 à 20 ans. À gauche, cela vient d'une des chambres de commerce qui représente tous ces réseaux d'information de la santé. Mais même dans une grande économie comme la Californie, il n'y a pas un réseau étatique. Et il y a différents réseaux d'information de santé au sein même d'une administration comme la Californie. Et c'est sans doute semblable ici. Et si on regarde à New York, la côte atlantique, beaucoup de centres. Donc, le Congrès, dans le cadre du 21st Century Cures Act, nous demande de créer un accord commun, un accord pour, en fait, pour les dominer tous, comme pour faire référence au Seigneur des Anneaux, qui permet de réaliser la vision d'origine. Quand je vais parler à ma mère et d'autres qui ne sont pas dans le système, l'expérience qu'on vise est celle-ci. Si vous allez skier à Whistler, j'allais dire Windsor, mais non. Merci de m'avoir pointé dans la bonne direction. Donc, vous tombez, vous faites une chute.
peut-être que vous vous blessez, vous êtes inconscient et le réseau est là. Donc, tant que vous avez tout l'information patiente, donc le système va faciliter vos soins en découvrant vos soins. Est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Oui. Mais est-ce que c'est facile? Non. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Donc, rehausser la capacité des réseaux d'ensemble aux États-Unis, on y travaille tant sur le plan des politiques que sur le plan de l'action locale. À droite, vous voyez qu'il y a différents réseaux nationaux qui existent, qu'on commence à conjuguer, d'autres, des trucs sous-nationaux. Et certains sont des entreprises privées et des modalités d'échange différentes existent. Donc, nous sommes sur HL7 version 2 pour certains, qui est un type de transaction et qui implique un différent réseau d'infrastructures. Donc, avec toutes ces couches bien en tête, nous devons gérer cela du point de vue gouvernance et technique. Ce n'est pas toujours une simple question là de basculer un commutateur et de passer à autre chose. Ensuite, le TEFCA, l'échange. Donc, ce qu'on envisage, c'est la structure du haut et sous l'ombrelle du gouvernement, c'est une relation publique-privée. Le projet Sequoia, vous connaîtrez peut-être cela. Vous aurez peut-être reçu des communications de Sequoia. Donc, sans vous parler des objectifs précis du TEFCA, l'accord d'échange nous permet de standardiser les différentes exigences de conformité. Dans les réseaux, là, on se concentre généralement sur le traitement, puis on commence à se morceler sur les intérêts et préférences géographiques des différents marchés. Donc, s'entendre sur les 6 raisons d'échange ou raisons d'être d'échange, les 6 axes, comme on voit au bas de la diapo, constitue un changement important. Où allons-nous avec cela? Eh bien, cette année a été vraiment donc une grande année. On a mis en service le TEFCA, le Common Agreement. On accepte des demandes pour des réseaux qualifiés de santé et on vise 2023 pour la mise en œuvre pour des échanges actifs en vertu de ce TEFCA. Donc, la charge est lourde pour ce qui est d'investir dans les standards, la normalisation et la mise en œuvre. Les normes existent pas pour la beauté de la chose, c'est parce qu'ils aident à améliorer les résultats de santé. Et il faut être propulsé par les données pour cela. Donc, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qu'on pourra tirer de toutes ces données, eh bien, exige des formatages précis, un accès précis. C'est la priorité. Donc, pour réduire la friction dans le système et rendre le tout accessible pour autres usagers. Mais aussi d'être au courant des usages et abus possibles. Je sais que c'est vrai chez vous également. Les éléments de transparence doivent être pris en compte, associés avec l'IA et l'apprentissage machine. Peut-être que beaucoup d'organismes et agences doivent analyser les implications de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins. Ça nous préoccupe aussi. L'automatisation et la reconception des flux de travail m'intéressent vivement. L'interopérabilité ne fonctionne pas aussi bien qu'elle ne le devrait ou est limitée dans son impact parce que les flux de travail n'ont pas été reconçus pour s'apparier aux changements qui viennent avec l'interopérabilité. Nous avons des messageries sécurisées dans certains cas, mais d'arriver à la boîte de réception pour pouvoir utiliser les données et en tenir compte dans un flux de travail, ça n'a pas été bien conçu dans toute l'industrie. Les fournisseurs nous disent souvent, ça représente une grande quantité de travail, les professionnels de la santé. Je dois sortir dans un autre flux de travail, un autre gestionnaire
Vous m'avez dit que ça allait être disponible comme par enchantement, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà les défis internes auxquels on fait face dans ce virage du papier à l'électronique et la numérisation. Et les flux de travail doivent être appariés. Donc, ce qu'on nous vendait pour l'interopérabilité, eh bien, il faut le réaliser. Donc, ensuite, une focalisation interne. On travaille avec d'autres agences fédérales pour qu'elles atteignent leurs objectifs par la santé numérique. Nous n'avons que 170 personnes. Nous avons un budget de 64 millions de dollars. Pour beaucoup, ce sont les ressources humaines. Donc, on regarde nos collègues des CDC, Centers for Disease Control, qui ont des budgets énormes et des ressources humaines à l'avenant. Donc, si nous voulons faire un impact, nous devons travailler avec les CDC et les aider à faire avancer leur mission par les technologies de santé numérique et les standards d'interopérabilité. Ce faisant, les données seront plus accessibles et les activités de santé publique seront plus efficientes et plus efficaces dans le temps. Et une dernière chose à aborder avec vous, des points de convergence. C'est la décennie des convergences, pour faire mon futuriste ici, mais depuis longtemps, le côté clinique et administratif ont été deux choses bien distinctes. Donc, les demandes, les réclamations, tout ce qui est administratif était relativement séparé des soins cliniques. Là, on commence à voir de plus en plus de recoupements et l'un des points irritants, c'est la préautorisation aux États-Unis, en tout cas. Donc, l'automatisation, l'usage des données numériques nous permet donc d'éviter le va-et-vient, les coups de fil, les fax, oui encore. Qui s'occupe de l'intersection entre les domaines cliniques et administratifs. Voilà. Donc ensuite, la clinique versus la recherche. Les National Institutes of Health, NIH, maintenant souhaitent faire des études longitudinales, mais savez, les données existent maintenant. On n'a plus besoin de leur dire, il faut attendre, on travaille à l'adoption. Non, ils peuvent faire des études en utilisant les dossiers électroniques. Et souvent, il faut revoir et réévaluer nos règlements. Mais du point de vue de la clinique, de la recherche et de leur convergence, je pense qu'on peut s'attendre à voir cela croître. Et ensuite, nous sommes un département de santé et de services sociaux. Donc, il y a là tout un pan de notre organisme qui s'occupe du côté humain des soins, à l'extérieur des soins aigus. Donc, intégrer ceci aux soins holistiques de la personne, ça fait partie de notre mandat. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur traitement clinique, c'est devenu important. On parle souvent de déterminants sociaux de la santé, facteurs sociaux. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de programmes aux États-Unis désormais qui travaillent sur cette convergence potentielle. Et enfin, l'équité en santé, qui est aussi un élément de notre bureau, en tout cas en vertu de l'administration actuelle, et ceci avance aussi. Donc, j'espère avoir du temps pour des questions. Quelques mots de sagesse, peut-être, pour terminer. Donc, mes parents sont des enseignants, donc j'essaie de vous laisser une matière à réflexion. La réduction du papier ou l'élimination de celui-ci n'est pas synonyme de progrès. Je reviens à ce flux de travail. Souvent, on constate que la plus grande frustration de toutes, c'est de prendre un processus papier et qu'on le transfère directement dans un format électronique. Et pour nous, c'est un grand soupir. Ouf, pourquoi faire ça? Ça demande du temps. Bon, il y a des pressions qui s'exercent sur nous. Mais si vous avez l'occasion de le faire et que vous faites le virage d'un médium à l'autre, donc reconcevez, repensez. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire les choses, sachant que tel ou tel type de données est disponible, telle ou telle connectivité est disponible? Pouvons-nous remodeler ce flux de travail? Il n'y a rien de sacré dans le format papier. Donc, sans papier n'est pas synonyme de progrès, ayez cela à l'esprit. Ensuite, quand on travaille conjointement avec le secteur privé, on fait beaucoup plus de
de progrès que lorsqu'on travaille contre celui-ci. Donc, vous avez l'occasion de travailler en collaboration avec Inforoute et vos autres partenaires gouvernementaux. Et ensuite, tirer le maximum des changements qui font avancer les choses. Donc, les événements, initiatives qui créent de l'élan, il faut en tirer le maximum de profit pour changer la donne. Donc, le TEPCA a été un de ces facteurs qui a changé la donne pour nous et dont on tire le maximum depuis quelques années. Et ça change l'industrie. Donc, lorsqu'on trouve un moteur comme celui-là, on peut faire beaucoup de progrès et traîner avec beaucoup d'autres éléments. Je conclus là-dessus. C'est un monologue, désolé. Je vous remercie de votre temps. Merci de m'avoir invité. Donc, oui, bien sûr, voilà mon courriel. Hein. N'hésitez pas à m'écrire healthit.gov. C'est notre site web. Il y a toutes sortes de ressources. Est-ce que vous avez des questions pour Steve? Nous avons quelques minutes. Allez-y. Il faudra que l'animatrice répète la question. Yep, absolutely. Yeah, so the question was... Alors, comment les incitatifs financiers sont-ils rattachés à la certification des services et des produits? Donc, dans la période couverte par les graphiques vus plus tôt, le Congrès a adopté une loi qui équivaut à quelques 40 milliards de dollars d'incitatifs fiscaux disponibles à l'industrie. Et ils ont donc prévu le moment, la synchronicité. Il fallait faire du travail avant d'être admissible. Mais le lien, c'est ce qui est le plus important. Donc, mon bureau n'a pas d'habilité à obliger l'industrie à suivre les normes. C'est toujours lié à un programme financier ou autre levier de politique qui incite les intervenants, les parties prenantes. Les développeurs du DSE pourraient nous ignorer si ce n'était de besoin de leurs clients de participer à ces programmes gouvernementaux. Et ils doivent utiliser des technologies certifiées qui intègrent les normes et sont conformes. Les incitatifs se sont avérés une carotte au tout début. Et du côté hospitalier, maintenant, il y a des pénalités, des réductions de leur paiement s'ils n'utilisent pas ces technologies ou ne répondent pas à certaines exigences. Du côté ambulatoire, là, c'est plus complexe. Il y a une pondération des programmes. Le tout s'accumule et néanmoins, ça équivaut à une réduction de paiement s'ils ne participent pas au programme et ça existe déjà au moment où on se parle. Steve, there's Il y a une question du web de quelqu'un qui nous suit en diffusion directe. Avons-nous une stratégie nationale de dotation d'outils? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous parler des outils principaux qu'ONC a adoptés pour gérer ses activités? Oui. Quand vous parlez d'outillage, vous parlez de tests ou d'essais pour les programmes de normalisation, de certification. On travaille avec des tiers pour le faire. Et puis, on délègue une partie de l'autorité réglementaire. On teste des outils ou des outils d'essai pour différentes versions de logiciels, pour les résumés de dossiers de patients. Puis, FHIR, on a un ensemble d'outils qui s'appelle Inferno et le code est ouvert. Si vous voulez tester des serveurs FHIR, on a un client très efficace qui nous permet de tester les serveurs de FHIR. C'est optimisé en ce moment pour les tests aux États-Unis, mais on a une composante qui
qui est adapté aux tests d'outils en milieu communautaire. Et c'est une approche qu'on appuie également. J'espère que ça répond à votre question. On n'avait pas prévu d'avance cette question. La question concerne l'adoption du côté des patients des dossiers de santé électroniques. Malgré les meilleures politiques, ça dépend toujours comment ça se traduit dans la réalité du marché. Lors de la deuxième étape, 2024, on a mis en œuvre un programme VDT. Et si on est un professionnel de la santé qui participe au programme et qu'on veut continuer à toucher les incitatifs financiers, il faut utiliser une technologie certifiée, avoir un portail où on peut visionner ou télécharger nos renseignements médicaux. Mais tout le monde a un portail aujourd'hui et il y a un portail pour chaque fournisseur de santé. Et c'est un défi, malgré nous. Et l'accès est généralisé, trop même. On a parlé des droits d'accès plus tôt. Et c'est important pour toute la population de savoir qu'elle a droit d'accéder à ces renseignements ou données personnelles. Et je vous ai montré les statistiques plutôt qui ne me dérangent pas tant parce que si on n'a pas besoin de nos données à un moment précis, soit on ne s'attend pas à ce que tout le monde accède à leurs données régulièrement comme sur Facebook, mais il faut pouvoir y accéder au moment opportun. Si, par exemple, on part en voyage et qu'on veut avoir son historique de vaccination, on veut pouvoir le faire simplement, sans suivre tout un processus pour accéder à son dossier de santé. La technologie existe, mais la culture n'a pas encore rattrapé les progrès technologiques. Apple a fait un excellent travail. Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser l'appli d'iPhone, vous pouvez tout télécharger, puis ils utilisent les normes FHIR qu'on a réglementées. C'est un bon exemple où le secteur privé a vu une possibilité, une occasion commerciale pour intégrer ça à leur système d'exploitation, ce qui est assez unique pour Apple et ce qui permet à tous les clients d'utiliser l'appli. Android y travaille également, mais pour le portail des patients, les incitatifs commerciaux pour chacun de ces portails existent pour d'autres raisons. Si on est un prestataire de santé puis qu'on veut prendre des rendez-vous, surtout lorsqu'on est rémunéré à l'acte, on veut que les patients prennent un rendez-vous. Si on leur facilite la tâche, eh bien, les patients vont revenir et c'est un incitatif financier. Ou pour la messagerie sécurisée, c'est la même chose. On va voir éventuellement un changement dans les 5 à 10 prochaines années où ces fonctionnalités vont évoluer et puis les fonctionnalités qui sont rattachées à des incitatifs vont peut-être diminuer. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Vous nous avez expliqué la nuance de l'usage des virgules pour commencer. Et puis, on a dit hier que l'interopérabilité était sexy. Aujourd'hui, vous parlez de collaboration, coopération comme étant un super pouvoir, ce qui me réjouit. À titre de rappel, les ateliers concomitants commencent à 10 heures, les séances concomitantes. Et sur ce, j'aimerais vous remercier.